Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui aujourd'hui est dédié aux bonnes pratiques et aux risques donc liés aux achats et à la vente sur Internet. À l'approche de Noël, d'ailleurs, comme vous pouvez voir, je suis aujourd'hui dans le thème, période où les transactions en ligne, elles explosent, hein. Il est essentiel de savoir comment acheter et vendre en toute sécurité. Donc aujourd'hui, nous allons voir les bons réflexes pour éviter les arnaques, reconnaître un site ou un vendeur fiable et protéger vos données. Notre objectif est le vôtre, vous permettre de profiter sereinement du commerce en ligne pendant cette période qui est très active. Pour cela, j'ai fait appel à Clémence Dupuis, collègue et conseillère numérique à la Fibre 64. Pour les questions pratiques, vous avez un chat qui est à votre disposition en haut de l'écran qui est représenté par une petite enveloppe. N'hésitez pas à tout moment à poser vos questions. Clémence y répondra à la fin du webinaire. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès cette semaine sur le site des webinaires, webinaire au pluriel, .lafibre64.fr. Sans plus tarder, je vous laisse en présence de Clémence Dupuis qui va donc nous présenter ce webinaire. Merci à tous et bon webinaire. Merci Victoria. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc effectivement, aujourd'hui, on vous présente un atelier sur la sécurité des achats et des ventes en ligne en pleine période de Noël. Donc le Black Friday vient juste de passer, le Cyber Monday également, mais peut-être que vous n'avez pas encore finalisé tous vos achats. Donc nous espérons que cet atelier pourra venir vous aider à sécuriser vos achats, mais pourquoi pas après Noël aussi quelques ventes si jamais vos cadeaux ne vous plaisent pas malheureusement. Donc comme l'a dit Victoria, je suis Clémence Dupuis, conseillère médiatrice à la Fibre 64. Et donc aujourd'hui, le programme que l'on va voir ensemble, dans un premier temps, ça va être un petit peu de faire le point sur les risques que l'on peut rencontrer lors des achats ou des ventes en ligne. Nous verrons dans un second temps quels sont les bons réflexes à adopter pour venir faire des achats sécurisés et éviter d'être arnaqué. Ensuite, nous parlerons également des ventes en ligne. Et pareil, là, on verra qu'il y a aussi des choses auxquelles on doit être attentif. Il existe aussi des arnaques lors des ventes. Et enfin, nous parlerons des données personnelles, de la façon dont on peut les protéger. Donc, je vous propose de commencer par les risques que l'on peut rencontrer lors des achats ou des ventes. Donc, tout d'abord, les risques qui sont liés aux achats. Alors, il y en a de deux types principalement. On va avoir des risques liés à la sécurité et également aux risques financiers. Donc là, ça va être tout ce qui va être vol de données bancaires, usurpation d'identité. C'est le risque le plus souvent rencontré. Donc là, la première chose sur laquelle il faut faire attention quand on fait un achat, c'est de vérifier tout d'abord que le site est bien sécurisé. Le risque, si le site est non sécurisé, c'est que vos données, comme notamment les coordonnées bancaires, donc les chiffres qu'il y a sur votre carte bleue, soient exposés lors du paiement. Donc, le certificat qui doit être présent sur le site, on va pouvoir le retrouver tout en haut dans l'adresse URL du site internet. Donc ça, on doit venir systématiser cette pratique. À chaque fois que vous voulez faire un achat, regardez toujours l'URL du site internet. Donc je vous montre ici par exemple sur le navigateur Chrome. Ici, dans l'URL, par exemple, là, j'ai pris un site internet voilà, de Darty, par exemple. Ici, il faudra regarder dans la barre des URL tout en haut, à gauche, on a deux espèces de petites clés là. En cliquant ici, on va pouvoir venir vérifier que la connexion est bien sécurisée avec un cadenas.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que nos données vont être cryptées. Donc, dès qu'on va interagir avec le site, dès qu'on va mettre des informations personnelles, donc les mots de passe, les cartes de paiement, etc., ces données vont être cryptées entre le moment où je les tape et le moment où elles vont être envoyées à la personne qui doit les recevoir. Donc, en fait, ça va être remplacé par des petites étoiles, des petits points. Voilà. Ça évitera que nos données soient usurpées lors d'un achat. Donc ça, c'est sur Chrome. Mais si vous utilisez par exemple plutôt Firefox, c'est un tout petit peu différent la présentation. Sur Firefox, pour le même site internet, ici, regardez, on va avoir en haut, dans la barre des URL, la barre des adresses web, hein, en haut à gauche, directement le dessin du petit cadenas. Et en cliquant dessus, on va pouvoir voir que la connexion est bien sécurisée. Voilà, le certificat de sécurité est bien à jour. Donc ça, prenez le temps de le vérifier. Et il faut aussi faire également attention à vérifier l'orthographe du site web. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose, mais chaque adresse web est unique. Chaque URL est unique. Donc, il faut vérifier que ce soit bien orthographié. Tout ça pour éviter de tomber sur des sites malveillants, des sites Internet qui reproduisent à l'identique le vrai site des sociétés. Et en fait, quand on tombe sur un faux site, on a vraiment l'impression que c'est la même page. Et la seule chose qui nous permettra de le vérifier, ça va être de venir voir tout en bas dans les mentions légales. Donc ici, on va soit regarder mentions légales, soit contactez-nous ou qui sommes-nous. Voilà, ça c'est vraiment important si vous ne connaissez pas le site internet de faire ces deux vérifications-là. Vérifier qui est le certificat de sécurité et vérifier que vous êtes sur le vrai site en vérifiant l'orthographe notamment de l'URL. Un autre risque lié aux achats, donc je viens juste de l'évoquer, c'est les sites frauduleux, donc qui copient vraiment l'apparence du site internet, hein. Donc on vérifie tout en bas dans les mentions légales. Troisième risque, ça va être tout ce qui est hameçonnage. Alors là, ça va plutôt se passer dans vos boîtes mail et sur vos smartphones. Donc, dans vos emails ou vos SMS, vous pouvez avoir des personnes qui se font passer pour des services légitimes comme des plateformes, par exemple, après un achat. Ça peut être bon, les banques, les transporteurs aussi pour les livraisons. Donc Mondial là, Relais, souvent. Mondial Relais. Actuellement, il y a beaucoup de Mondial Relais qui tournent. Oui, c'est vrai. Donc, vous pouvez recevoir des faux mails ou des faux SMS, ou aussi en SMS, vous avez en ce moment pas mal qui tournent, que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres, des choses comme ça, avec un lien. Donc, surtout, évidemment, on va éviter de cliquer sur ce lien. Enfin, il ne faut pas cliquer sur ce lien qui pourrait venir installer un logiciel malveillant sur votre appareil, hein, ou venir simplement vous demander des informations sur votre identité. Donc surtout, ne cliquez pas sur ces liens dans les mails ou SMS. Ce que je peux faire pour vérifier si mon mail est réel ou pas, donc ça va être de vérifier l'adresse mail de l'expéditeur. Donc vérifier toujours que, par exemple, si c'est soi-disant Mondial Relais, le mot Mondial Relais devra apparaître non pas à gauche, mais à droite de l'arrobase, donc après l'arrobase. D'accord? Donc vérifiez d'abord ça, d'abord l'adresse, si vous avez un doute. Et si jamais vous voyez que c'est une adresse mail un petit peu étrange, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne répond pas et on supprime le mail ou le SMS. Pour le SMS, on va tout de suite vérifier le numéro de l'expéditeur. Si c'est un 06, donc plus 33 6 ou plus 33 7,
choses comme ça, et bien là, tout simplement, pareil, on ne donnera pas suite. Les entreprises ne vont pas vous contacter avec un numéro de téléphone portable. Voilà. Bien souvent maintenant, il y a écrit sur vos smartphones carrément le nom de l'entreprise quand ils vous font des publicités. Le dernier risque ici, c'est la présence de logiciels malveillants qui pourraient être cachés sur votre appareil. Donc ça, c'est lié au hameçonnage également, hein. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver en cliquant justement sur un lien qu'on aurait reçu d'un faux message ou bien un téléchargement non désiré. Donc, il existe des petits logiciels discrets qui peuvent en fait enregistrer tout ce que l'on tape sur notre clavier. Donc, ça leur permet de retrouver notamment des mots de passe. Hop. Et enfin, il y a également un risque financier lié aux achats. Ça va être ce qu'on appelle la fraude à la carte bancaire. Donc, en fait, la fraude à la carte bancaire, là, c'est lorsque l'on se rend compte qu'il y a des débits sur son compte bancaire qui ne sont pas de notre fait, qui sont réalisés en ligne et pourtant, on est toujours porteur de notre carte bleue, donc on ne se l'est pas fait voler. La seule chose que l'on s'est fait voler, finalement, ce sont les coordonnées qu'il y avait sur la carte. Donc les 16 chiffres, le cryptogramme, nom, prénom et la date d'expiration. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. La seule façon de s'en prémunir ici, ça va être vraiment de consulter régulièrement vos comptes bancaires. Et ce qui se fait beaucoup maintenant, ce n'est pas de prélever des gros montants, mais de prélever des petits montants. Donc, bien vérifier que dans vos dépenses hebdomadaires, vous soyez bien à l'origine de chaque débit, en fait. Voilà. Donc, plus vous allez regarder souvent, plus vous allez vous rappeler de ce que vous avez fait dans les jours précédents. Mais maintenant, c'est plus simple avec toutes les applications, etc. Bien, donc il y a d'autres types de risques là qui vont être plutôt liés au produit et à la transaction. Donc là, c'est par exemple quand je fais un achat sur Internet, si je reçois des articles non conformes ou des contrefaçons. Donc là, je vais voir que par exemple mes articles sont de mauvaise qualité ou que ce sont des copies illégales. Ou bien, parfois, le produit ne va pas correspondre à l'annonce ou à la photo que j'ai vue, par exemple. Il peut y avoir également des problèmes à la livraison. Donc, soit le colis n'arrive jamais, ou bien on peut avoir la mauvaise surprise d'avoir des frais supplémentaires pour pouvoir être livré. Donc là, par exemple, ça, vous pouvez l'avoir notamment par mail à la suite d'un achat via des fausses notifications, hein. Certaines personnes ont payé des suppléments alors que ce n'était pas forcément justifié. Donc ça aussi, il faut y être vigilant. Et une autre difficulté, ça peut être par exemple l'absence l'absence du service client. Là, on a du mal à contacter le vendeur. On n'a pas la possibilité d'avoir un retour ou alors on ne peut pas faire marcher la garantie, etc. Donc ça, c'est pareil, ce sont des risques que l'on peut rencontrer lors de transactions en ligne. On prendra garde à plutôt commander sur des sites internet connus. Et si je ne connais pas, je répète, mais toujours vérifier les mentions légales en bas. Et s'il n'y en a pas, alors évidemment, vous passez votre route. On va également retrouver des risques lorsque l'on souhaite vendre un bien en ligne. Alors ça c'est de plus en plus régulier sur les sites comme par exemple Le Bon Coin notamment, où depuis qu'on a mis en place un système de paiement en ligne,
les pirates ont trouvé plein de bonnes idées pour nous faire croire qu'ils avaient payé en fait. Voilà. Donc souvent les pratiques, c'est qu'ils vont trouver le moyen de nous envoyer un faux lien, nous faisant croire donc qu'ils ont payé, soit parce qu'ils ont récupéré notre numéro de téléphone, soit parce que ils ont accès à notre boîte mail. Donc l'idée, c'est d'envoyer ce lien par SMS ou par mail, que vous cliquez dessus. Et de cette façon, il va y avoir un petit formulaire à remplir pour soi-disant recevoir l'argent. Mais en fait, ce sera un débit. Voilà. Donc ça, c'est le risque à la vente, un des risques. Un autre risque, le faux chèque de paiement. Donc là, c'est le cas où une personne vous envoie soit un faux chèque, soit une image d'un futur paiement ou d'un paiement en cours, et qu'en plus, on vous demande de rapidement envoyer l'article. Voilà, donc ça, il faut être vigilant, hein. Ensuite, il y a aussi une arnaque qui a été très courante, notamment sur une plateforme en ligne que vous devez tous connaître, qui s'appelle Vinted, où certaines personnes ont trouvé comment recevoir des colis gratuitement. En fait, l'acheteur vous retourne un colis vide ou avec un objet non conforme ou abîmé en disant que c'est ce que vous lui avez envoyé. Et en fait, la protection des acheteurs de la plateforme leur permet d'être remboursés finalement. Donc attention à ça, on va voir aussi un petit peu comment on peut éviter ça et comment on peut s'en prémunir. Et évidemment, autre chose, pour les ventes en ligne, si l'acheteur insiste pour vous payer par un autre moyen que sur la plateforme, s'il vous demande, par exemple, de ne pas vous payer le colis via Le Bon Coin ou Vinted ou autre, qu'il vous demande par exemple d'aller sur PayPal et de payer entre proches, ça doit tout de suite vous alerter parce que c'est pas la pratique qui devrait se faire dans ce type d'achat-là. Donc s'il essaye de vous sortir du circuit, c'est probablement qu'il y a un problème. D'un point de vue général, dans toutes vos actions en ligne, il faudra toujours être plutôt méfiant que confiant. Donc soyez vigilants, observez, analysez surtout les messages, les mails que vous recevez, et évitez de faire les choses dans la précipitation. C'est souvent comme ça que vous allez faire des fausses manipulations ou tomber dans le panneau d'un pirate qui voudrait votre argent. Donc, on va voir tout de suite quels sont les bons réflexes pour des achats sécurisés quand vous faites vos achats en ligne. Donc, tout à l'heure, je l'ai déjà évoqué, mais la chose numéro 1 à faire, hein, c'est de vérifier l'adresse web du site internet sur lequel vous souhaitez acheter. Donc, on va préférer plutôt des sites internet connus. Et si donc oui, plutôt des sites internet connus, pardon. Et je vérifie la présence du cadenas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, pour être sûr que mes données soient bien cryptées lors du paiement. Si je ne connais pas le site, je vérifie les mentions légales en haut, doivent apparaître obligatoirement, hein, le nom, les coordonnées postales, la boîte mail, le numéro de téléphone. Vous devez également avoir des conditions générales de vente qui sont clairement rédigées. Et notamment, il doit être stipulé qu'il y a un recours possible au médiateur du e-commerce. Donc tout ça, ça doit apparaître sur un site, hein, à partir du moment où il y a de la vente. On ne le dira jamais assez, mais comparez les prix. Comparez les prix, donc ça va vous permettre de trouver pour le même produit peut-être des prix plus intéressants. Attention quand même, si les prix sont trop bas, excessivement bas, là aussi ça doit vous alerter.
vérifier, je reviens à la règle numéro 2 et 1, hein, mais je vérifie les mentions légales, etc. Est-ce que je ne suis pas sur un site frauduleux, un site usurpant l'identité d'un autre site internet qui essaye de m'attirer avec des prix bas. Voilà. Donc attention à ça. Pour comparer les prix, hein, tout simplement, si j'ouvre mon navigateur ici, que je souhaite acheter, je vais dire, je ne sais pas, n'importe quoi, une souris sans fil, hop, je vais pouvoir ouvrir plusieurs sites, hein, tout simplement. Rappelez-vous, en faisant clic droit, vous faites ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais pouvoir ouvrir plusieurs onglets comme ça. Par exemple, j'en ouvre 3. Et je vais pouvoir ensuite, hop, ici, rechercher ma souris. Voilà. Et je vais essayer de comparer les prix. Voyons. Admettons qu'on choisit celle-ci. Donc celle-ci, par exemple, c'est encore le Black Friday apparemment. Ici, elle est disponible à 30. Hop. Et dans, par exemple, l'autre site, je vais utiliser la barre de recherche pour voir si le même produit existe. Donc, a priori, c'est celle-ci. Donc là, on est pratiquement sur le même tarif. Et ça va vous permettre comme ça rapidement de comparer les prix pour voir à peu près si je suis dans les clous sur le site que j'ai choisi. Par exemple, ici, je peux voir que chez Boulanger, elle est moins chère. Mais il faudrait ensuite bien regarder tous les autres détails, la date de livraison, est-ce que la livraison est gratuite ou payante, etc. Voilà, donc pensez à comparer en ouvrant plusieurs onglets. Prenez le temps pour faire vos achats. La quatrième bonne pratique, c'est lorsque j'ai commencé à mettre des choses dans mon panier et que je pense que je vais passer à l'achat, de bien lire le récapitulatif de sa commande. Donc là, on va bien vérifier justement les dates de livraison, vérifier les quantités. Bon, alors sur des gros articles, souvent on ne se trompe pas, mais si c'est des petites quantités, on va faire attention que, si c'est des petits prix, pardon, je vais faire attention de ne pas avoir mis trop de quantité, etc. Soyez vigilants aussi aux cases à cocher. Parfois, on peut avoir des mauvaises surprises, des choses pré-cochées. Donc là, vérifiez si vous souhaitez les garanties, les assurances. Il y a aussi parfois des choses à cocher pour des arrondis, pour arrondir le tarif, arrondir le prix pour des associations, des choses comme ça. Vérifiez aussi si ça vous intéresse d'être inscrit à la newsletter, parce que parfois vous pouvez aussi avoir, lors de création de compte, des inscriptions aux newsletters. Et aussi quelque chose où pas mal de personnes se font avoir, ça va être l'incitation aux commandes VIP, on va dire, ou sur Amazon, ça va être par exemple Amazon Prime, où en fait vous allez avoir la possibilité peut-être d'avoir une livraison gratuite et rapide, mais là, vous allez certainement contracter un abonnement annuel ou mensuel. Cinquième bonne pratique, ça va être d'utiliser le paiement sécurisé. Alors maintenant, toutes les banques le font, hein, évidemment. Quand vous payez avec votre carte bancaire, vous avez toujours une double authentification. La banque va vérifier avec le système 3D Secure si vous êtes bien à l'origine du paiement, donc soit en vous envoyant un SMS sur votre smartphone, soit un message par mail, soit vous allez devoir vous connecter sur votre adresse, sur votre application bancaire pour pouvoir autoriser le paiement. N'oubliez pas que si vous êtes, comment dire,
vous achetez beaucoup en ligne, il existe quand même d'autres moyens de paiement qui peuvent être très sécurisants. Il existe notamment des cartes bleues virtuelles, la e-carte bleue, donc toutes les banques ne le proposent pas, mais certaines le font. Je pense notamment à la Société Générale, entre autres. Donc les prix sont pas forcément exorbitants, donc si vous achetez souvent en ligne et que ça peut vous rassurer, le principe de la carte bleue virtuelle, c'est qu'elle est unique pour chaque achat. Donc en fait, vous avez un petit logiciel ou une application sur votre appareil qui vous permet de générer un code unique pour un achat. Il existe aussi la carte bleue à cryptogramme dynamique. Donc la carte bleue à cryptogramme dynamique, en fait, c'est juste les 3 chiffres à l'arrière de la carte bleue qui changent. En fait, il y a une petite batterie intégrée à votre carte bleue et toutes les heures, ces 3 numéros vont changer. Donc là aussi, ça vient sécuriser les achats en ligne. Et enfin, vous pouvez également utiliser des plateformes de paiement comme PayPal, par exemple. Donc PayPal va être là un petit peu comme un tiers de confiance qui va permettre de répertorier tous vos achats et notamment de ne pas donner vos données bancaires, hein, puisqu'en fait, vous allez pouvoir cliquer sur payer via PayPal. Donc, il y a beaucoup de sites commerciaux qui proposent ce type de paiement. Donc, on peut appuyer sur PayPal et en fait, on doit juste se connecter avec notre adresse mail et notre mot de passe sur PayPal et on peut régler sans avoir à mettre nos coordonnées bancaires dans le site. S'il y a un problème à la suite, on peut également ouvrir des litiges grâce à PayPal et obtenir même un remboursement en cas de problème. Dernière bonne pratique pour sécuriser ses achats en ligne, ça va être de penser systématiquement dès que vous avez finalisé le paiement et qu'on vous marque que l'achat a bien été pris en compte, de faire une capture d'écran à ce moment-là, au cas où. Voilà, c'est toujours au cas où. Et d'attendre de recevoir le mail de confirmation. Donc le mail de confirmation, en général, on le reçoit quasiment de suite après. Et dans cette confirmation de commande, vous devez également avoir un formulaire de rétractation qui pourra vous permettre de retourner le produit en cas de changement d'avis ou si le produit ne vous convient pas. Il faut aussi connaître ses droits lors d'un achat en ligne. Donc, sachez que au niveau des délais de livraison, le vendeur doit livrer à la date indiquée lors de la commande. Donc, si jamais il n'y avait pas de date de livraison, la livraison doit être effectuée sous 30 jours maximum. Et si ce n'est pas fait, vous avez le droit d'annuler votre commande et vous devrez être remboursé dans les 14 jours. Une fois que vous avez reçu votre bien, donc là, si vous avez... Alors, certains pensent à le faire, certains ne voient même pas le livreur, mais normalement, vous pouvez vérifier devant le livreur l'état du colis et du bien. Sinon, vous avez 10 jours pour le faire et informer le vendeur d'un défaut éventuel. Donc, vous pouvez le faire par mail ou par lettre recommandée. Et si vous notez des défauts, vous pouvez donc demander une nouvelle livraison aux frais du site commercial. Le droit de rétractation. Donc, si une fois que vous avez reçu votre bien, vous changez d'avis, vous avez 14 jours pour vous rétracter sans avoir à vous justifier. Il faudra bien faire attention de remettre le produit dans l'emballage. Donc, attention de ne pas casser les emballages si vous n'êtes pas sûr de garder le produit. Donc ça fonctionne pour tout sauf pour certains achats, donc tout ce qui va être voyage, les billets, etc., billets d'avion, billets de train, réservation d'hôtel, etc. Les biens achetés à des particuliers, donc sur le marché de l'occasion, ça ne fonctionnera pas, et évidemment tout ce qui va être denrées alimentaires.
Je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger un petit guide des achats en ligne qui est plutôt bien fait. Donc, on peut le retrouver ici sur le site cybermalveillance.gouv. Donc, c'est le guide des achats. Il est vraiment bien fait. Il est téléchargeable gratuitement en ligne. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez taper pour le retrouver, guide des achats en ligne, cybermalveillance. Vous allez le retrouver. Donc, il a été fait avec la FEVAD et l'Institut national de la consommation. Donc, dessus, vous avez un petit peu tout ce que je viens d'évoquer. Je me suis appuyée d'ailleurs là-dessus pour vous faire ce petit récapitulatif. Donc, là, on a fait le point sur les bonnes pratiques lors des achats. Maintenant, on va voir lors des ventes. Est-ce que, Vic, tu veux faire un point question maintenant ou à la fin, toute fin? Alors, il y a une question dans le cadre justement d'une arnaque en ligne. Si on se fait arnaquer, est-ce que la banque elle a obligation à nous rembourser? Si on se fait Alors, arnaquer sur sa carte bleue, ou je sais qu'à un moment, voilà, c'était un peu rentré dans le que la banque avait obligation de nous rembourser si on se faisait arnaquer, si on se faisait pirater par exemple notre carte ou notre compte en banque. Alors, qu'est-ce alors qu'il en est? oui, mais oui, mais alors, enfin, de plus en plus maintenant, elle peut refuser de vous rembourser si elle arrive à prouver que vous n'avez pas été assez vigilant. Voilà, donc si vous avez tendance à donner un petit peu trop vos informations ou que elle voit que voilà, si elle voit que vous manquez de vigilance, elle va pouvoir refuser sur ces motifs-là. Et ça se fait déjà. Voilà. Et vu qu'il y Ok. a de plus en plus d'arnaques en ligne, donc c'est pour ça, on va essayer d'avoir des bonnes pratiques lors d'un achat. Essayez toujours de constituer des preuves. Je vous parlais tout à l'heure de la capture d'écran, par exemple. Voilà. Faites ça. Vérifiez la présence du cadenas, de l'URL, etc., etc. Voilà, c'est vrai. Vraiment essayer d'assainir ces pratiques pour être justement le plus vigilant possible. Et si on se fait avoir, eh bien, on pourra avancer tous ces arguments auprès de sa banque et dire oui, mais moi je sais, j'ai déjà fait ça. Et là, normalement, ne devrait pas avoir de problème pour être remboursé. Alors vraiment, il y a des banques qui le font tout de suite, hein, mais on commence quand même à avoir des Euh, banques un petit peu plus euh, réfractaires, quoi. Disons qu'il y a tellement d'arnaques maintenant que eux, pour eux, Oui. ça doit quand même leur faire une sacrée enveloppe annuelle de remboursement de frais d'arnaque en quelque sorte. Donc c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure, on va rentrer dans, comme tu dis, euh, dans une dynamique où en fait les banques, elles vont plus vouloir rembourser ou alors ça va être Ah vraiment oui. très compliqué de se faire rembourser. Plus compliqué. Il va falloir montrer que justement on a fait preuve Ouais. de vigilance, quoi. Le Qu'on problème, n'a c'est pas que cliqué bêtement sur un lien en se disant ah oui, mais j'ai cliqué sur ce lien dans le mail, mais pourtant je connaissais pas la personne, et puis, puis je sais pas, j'ai fait vite. Voilà. voilà, mais c'est Ça, c'est tellement bien fait de le. l'autre côté que maintenant, c'est très compliqué aussi de se... Voilà, c'est vrai. Donc, voilà. Heureusement qu'il y a des webinaires où tu nous expliques comment faire pour pas se faire arnaquer. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sensibilisation, et même vous Ouais. voyez, vos banques n'arrêtent pas de vous Mm. matraquer de messages pour vous dire qu'elles ne vous demanderont jamais d'argent par mail, de faire attention, etc. Ça, vous le voyez de plus en plus. Donc voilà, Merci, c'était tout. il faut y faire attention. J'ai mis le lien, Euh, j'en profite tant que oui, j'ai mis le lien du guide dans la conversation. super. Voilà. Et Merci, surtout, si vous avez des Victoria. questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou à prendre la main ou à lever la main. Je pourrais vous donner la parole également s'il y a besoin. Merci Clémence, je te laisse continuer. Super. Hop. Alors, la sécurité des ventes en ligne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va, pareil que pour les achats, on va essayer de choisir des plateformes connues. Donc, pour la vente, vous avez les plus utilisés qui sont Le Bon Coin, hein. Vous avez notamment maintenant Vinted et ce qui est pas mal utilisé aussi, c'est le marketplace de Facebook, pour ceux qui ont Facebook notamment. Donc la règle d'or pour sécuriser sa vente, ça va être de ne jamais quitter le cadre de la plateforme tant que la transaction n'est pas finalisée. Euh, Rappel, ne jamais donner son adresse mail, son numéro de téléphone ou, pire encore, ses coordonnées bancaires en message privé.
ça va être du pain, du pain béni pour vos pirates qui seront vraiment contents que vous leur donniez ces informations-là. Et ça va être beaucoup plus facile pour eux de voir qui ils ont en face d'eux. S'ils voient que vous donnez ces informations-là facilement, ils vont se dire que ça va être plus simple de vous pirater. Donc, on va utiliser le système intégré de paiement de la plateforme. Donc, que ce soit Vinted, que ce soit Le Bon Coin, vous avez la possibilité de payer via la plateforme. Donc, vous privilégieriez le paiement via la plateforme lors des envois de colis. Si c'est une remise en main propre, là, il vaudra mieux privilégier le paiement en espèces encore. Et surtout, si c'est remise en main propre, au niveau de la sécurité, pensez à toujours avoir quelqu'un autour de vous. Donc, donner rendez-vous à la personne dans un lieu public, par exemple, une zone commerciale, un parking où il y a du monde ou des choses comme ça, pour la remise du bien. Ou si jamais ça doit être à la maison parce que c'est un meuble qui doit être démonté, etc., que c'est trop gros, eh bien là, faites attention de ne pas être seul chez vous. Pourquoi on vous recommande d'utiliser ces systèmes-là lors d'envoi de colis? Tout simplement, ça va en fait éviter qu'on vous demande d'envoyer l'argent avant d'envoyer le bien ou l'inverse. Là, en fait, l'application va bloquer votre argent en attendant que l'acheteur reçoive le bien que vous avez envoyé. Donc, vous êtes payé que quand l'acheteur confirme qu'il a bien reçu le bien, voilà, et qu'il est conforme. Donc, en fait, ici, PayPal ou Vinted va être un petit peu ce tiers de confiance, en fait, qui va dire oui, c'est bon, on lève l'argent, la personne a bien reçu le bien. Bien entendu, n'envoyez jamais l'objet avant d'avoir la certitude d'être payé. Donc, on ne peut pas dire avant d'avoir été payé, puisque là, l'argent est bloqué jusqu'à que la personne reçoive le bien. Mais si vous ne sortez pas du canal de paiement sécurisé, vous n'aurez pas normalement de mauvaises surprises. Refusez tout ce qui va être proposition de virement, de chèque, de mandat cash ou des sites non connus. Je pense notamment à des propositions de paiement via Western Union, MoneyGram, des choses comme ça. Donc là, c'est un non catégorique, évidemment. Vous passez votre route si vous voyez que la personne vous fait ces propositions-là. Au niveau de la communication avec la personne intéressée par le bien, on va encore une fois rester sur la plateforme. Là, le but, c'est d'éviter autant que possible de donner en fait son numéro de téléphone ou son adresse mail, puisqu'en fait, c'est par là que les pirates activent les ficelles de l'arnaque. Donc, on va rester sur la messagerie, éviter de donner ces réponses-là et de donner nos numéros de téléphone et adresse mail. Et on va aussi bien faire attention aux réponses qui sont données. Et si jamais la personne vous envoie un lien, on ne cliquera pas dessus. La personne peut vous faire croire, comme je le disais au début dans les risques qu'on a identifiés sur le paiement, elle peut vous faire croire en fait qu'elle a payé et vous envoyer un lien avec un message où vous faisant croire qu'elle a payé et que pour recevoir l'argent, vous devez remplir un formulaire. Voilà. Donc ça, surtout, si vous voyez des choses comme ça, tout de suite, là, vous pouvez interrompre la communication avec cette personne. Ce qui peut être bien aussi, quand c'est possible, selon les plateformes, c'est de vérifier un petit peu, de regarder le profil de l'acheteur. On va regarder si la personne a déjà fait des ventes et si elle a des évaluations positives, si notamment il y a des commentaires positifs.
si il y a beaucoup de ventes, si l'historique est actif, hein, avec plutôt des bons commentaires, ça va être plutôt rassurant pour nous de se dire que ça va être un bon acheteur ou même après, ça marche aussi quand on veut acheter. Hein. C'est pas que dans le cadre d'une vente de vérifier le profil. Au contraire, hein, si le profil est récent, qu'il n'y a pas d'évaluation et qu'on voit que la personne essaye un petit peu de nous presser, tout ça, ça doit vous amener à la conclusion qu'il ne faut pas finaliser la vente avec cette personne. Et autre chose, lors d'un envoi, ça va être de constituer des preuves en fait de votre envoi avant l'expédition, de documenter l'envoi. Par exemple, prendre des photos de l'article avant de l'emballer pour montrer l'état dans lequel il était avant que vous l'emballiez. Et ensuite de prendre le carton avec notamment l'étiquette d'envoi visible. Ça va pouvoir encore une fois servir de preuve en cas de problème ou voire même de litige éventuel. Voilà, donc en fait, faut toujours se méfier et penser presque au pire, mais prévoir. Voilà, faut prévoir plutôt que soigner. Donc là, on va utiliser l'étiquette de livraison qui a été générée donc par Vinted ou Le Bon Coin, etc. parce qu'elle inclut une assurance et aussi un suivi de votre colis. Ça va vous permettre de savoir où est-ce qu'il est en ce moment. Et si la personne qui dit ne pas avoir reçu le bien, ben vous pourrez vérifier si effectivement le bien n'est véritablement pas arrivé. Voilà. Donc là, on a fait le tour pour les bonnes pratiques lors d'une vente. Encore une fois, quand c'est possible, on privilégie la remise en main propre. Et dès que c'est pas possible, vous allez plutôt aller sur l'envoi par colis. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup plus commun, c'est les arnaques qui arrivent lors des envois par colis. Voilà. Et encore plus, si vous avez mis une annonce, que vous voyez que vous avez des réponses très rapides, vous savez, vous venez de le mettre et dans l'heure qui suit, vous venez de mettre un article en ligne et dans l'heure qui suit, vous avez une personne qui vous contacte très, très, très intéressée et qui tout de suite va essayer de rapidement vous demander votre numéro de téléphone, en fait. Et le risque, hein, c'est que par numéro de téléphone, vous ayez, que par SMS, vous ayez un petit SMS en plus 33, plus 37, plus 33, 7, etc. Mais sur le message, il y aura marqué Le Bon Coin, 2 points, un tel a procédé au paiement. Voilà. Cliquez sur tel lien pour recevoir l'argent. Tu veux dire quelque chose, Victoria? Non. D'accord. Bien. Donc, soyez vigilants quand vous revendrez vos doublons de Noël ou les cadeaux qui ne vous plaisent malheureusement pas. Je ne vous le souhaite pas. Hop. Dernière chose que l'on va voir ensemble, c'est la protection des données personnelles. Oui, aujourd'hui, tout ça, ça va ensemble. Donc, plus je vais protéger, plus je vais prendre l'habitude de protéger mes données personnelles et moins je vais tomber dans des embuscades, on va dire. Donc, quelques rappels en termes de cybersécurité. Pensez à avoir des mots de passe forts quand vous faites notamment un achat. Par exemple, vous faites un achat sur Darty, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si je n'ai pas encore créé de compte client, à ce moment-là, pour faire mon achat, je vais devoir créer un compte sur Darty. Et donc, qui dit création de compte, dit création d'un mot de passe. Donc, pour rappel, hein, un bon mot de passe, c'est quoi? C'est un mot de passe avec au moins 12 caractères, un mélange de minuscules, majuscules, caractères spécifiques et au moins un chiffre. Vous pouvez vous aider de la technique de la phrase de passe. Si vous n'avez pas d'idée pour créer vos mots de passe, la phrase de passe, c'est quoi? C'est, j'imagine, une phrase. Donc, ça peut être une phrase que je crée
et qui a du sens pour moi. Ça peut être une phrase d'un poème que je connais par cœur, d'une chanson, etc. Et en fait, je vais prendre les premières lettres de chaque mot. Et les premières lettres de chaque mot, ça va me créer mon mot de passe. Donc, il faut qu'il y ait au moins une douzaine de mots pour avoir mes 12 caractères. Voilà. Donc là, comme ça vous permet d'avoir un mot de passe qui, à l'œil nu, ne veut rien dire, mais vous savez ce que ça veut dire pour vous, c'est plus facile de le retenir. Bien sûr, je ne pourrais que vous recommander d'avoir des petits carnets secrets parce que évidemment, il est recommandé d'avoir des mots de passe différents pour chaque compte, donc ça devient peut-être un peu compliqué parfois de tous les retenir. Donc, utilisez un petit carnet confidentiel, évidemment. Et sinon, vous pouvez évidemment utiliser les outils numériques comme les gestionnaires de mots de passe pour ceux qui sont à l'aise sur les ordinateurs et les smartphones. C'est très pratique. Nous, en utilisant notamment la fibre 64 et dans pas mal de communes du département qui s'appelle UpSign-On et qui est gratuit et même les personnes privées peuvent les utiliser. D'un point de vue global, analysez vos messages. Donc là, ça va être pouvoir détecter tout ce qui est tentative de piratage ciblé. Donc, tous les messages qui vont arriver sur votre boîte mail ou, comme je disais tout à l'heure, par SMS, donc ce qu'on appelle le phishing, la pêche aux informations. Par SMS, on appelle ça du smishing. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais on pense à vérifier le numéro de téléphone. Si c'est par SMS, si c'est par mail, je vérifie l'adresse mail de l'expéditeur. Je regarde bien si c'est par exemple la poste, je vérifie que la poste apparaisse après l'arrobase, non pas avant. Ensuite, tout ce qui va être prévention des fraudes à la carte bancaire, ça j'en ai parlé également tout à l'heure. Pensez à vérifier régulièrement vos relevés de compte bancaire. Il n'y a que comme ça qu'on peut le détecter. Et croyez-moi qu'en atelier, j'ai beaucoup de personnes qui ont été quand même victimes de ces fraudes à la carte bancaire. Alors, c'est des choses qui ne se voient pas tout de suite parce que ce n'est pas des gros montants, ça se noie en fait dans vos dépenses hebdomadaires. Parfois, c'est même quelques centimes, ça peut être 1 euro, 2 euros, 20, 30, 15. Voilà. Donc, vérifiez bien, même si c'est des petits montants, que c'est bien quelque chose que vous avez effectué dans la semaine parce que mis bout à bout comme ça, quand on les additionne, si on remonte des mois en arrière, ben, ça va faire des jolies sommes quand même. Donc attention à ça et vérifiez régulièrement vos actions. Pour protéger ces données personnelles. Donc là, en fait, ça va être plutôt des habitudes. Aujourd'hui, la donnée personnelle, c'est ce qui se partage, se commercialise, se revend le mieux. Les données personnelles fuitent, hein, vous l'avez entendu ces derniers temps. On a entendu parler encore de fuite de données pour la Fédération française de tir. Encore il y a quelques jours, moi, j'ai reçu un mail pour me dire qu'il y avait eu des fuites de données sur le site de Page Emploi. Donc, nos données se baladent un petit peu partout dans la nature. Elles sont revendues notamment sur le dark web. Elles peuvent être utilisées. Donc, faites attention, prenez-en soin. Essayez de ne pas les stocker ou les donner à tout va. Donc, essayez d'éviter d'enregistrer automatiquement sur vos navigateurs vos données personnelles. Par défaut, vos navigateurs, par exemple, Google, va stocker vos mots de passe, vos identifiants, etc. Mais tout ça, sachez que si vous avez un petit peu de temps pour aller voir dans les paramètres de votre navigateur, vous pouvez le régler. Vous pouvez demander à votre navigateur d'arrêter de stocker ça. Donc, si vous avez un peu de temps, je vous invite à regarder les paramètres de vos navigateurs. Au début, ça peut faire un peu peur. Mais vous y trouverez sûrement des réglages intéressants. Évitez de stocker également quand vous faites un achat. Typiquement, je pense à Amazon. Amazon, par exemple, au moment de réaliser l'achat, au moment du paiement, vous avez une toute petite question qui est assez mal formulée.
où on nous demande si on souhaite enregistrer notre carte bancaire pour les prochains achats. Et là, il faut cocher oui ou non. Donc, pensez bien à cocher sur non pour éviter en fait pour éviter de confier vos données à tous les sites web marchands. Et ensuite, il va y avoir la question de la gestion des cookies. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà l'habitude de refuser les cookies et c'est tant mieux. Si ce n'est pas encore le cas, les cookies, en fait, c'est pas dangereux, mais mine de rien, c'est quand même beaucoup d'accords qu'on donne aux entreprises pour suivre nos actions sur le net. Voilà. Donc, moins vous allez être observé, pisté. Voilà. Moins on va connaître vos habitudes de connexion en ligne, plus vous aurez une connexion en ligne saine. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pendant des mois et des mois et des mois qu'il faut refuser les cookies. Alors, des fois, effectivement, il est impossible de refuser les cookies, mais au moins, vérifiez si vous avez un peu de temps, hein, quelle est la contrepartie, en fait, si j'accepte les cookies, qu'est-ce que je donne? À qui? Et qu'est-ce qu'on fait de mes données? Voilà. Essayez de vous intéresser un petit peu à ça. Après, on peut aussi, excuse-moi, juste, on peut Oui, aussi les nettoyer, les cookies, de temps en temps aussi. On peut vider un peu, cache, oui. faire le nettoyage, vider le cache pour nettoyer les cookies. Mais c'est vrai que, comme tu dis, maintenant, les cookies, sur certains sites, il faut payer, en fait, si on ne les veut pas. Il faut s'abonner au site Ouais. si on ne les veut pas. Souvent, ça va être tout ce qui va être un peu blog, Ouais, Femme Actuelle, édition, ou les Marmiton, je journaux. crois aussi. Les journaux, voilà. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que comme les cookies, ça sert pour une entreprise à générer de l'argent, à se financer, euh, des sites qui ne vendent que des choses à lire, finalement, pourquoi ça serait gratuit en ligne alors qu'ailleurs, c'est peut-être des livres qu'ils vendent ou des choses comme ça. Donc, en fait, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de gagner un petit peu d'argent aussi. Mais en tout cas, on peut trouver, si on n'est pas d'accord, on peut toujours trouver notre site. Voilà. Ça, c'est à nous de choisir. Et sinon, pour être moins pisté en ligne, on peut aussi jouer sur le choix de notre navigateur. Vous avez notamment des navigateurs comme par exemple Brave, qui par défaut vont refuser les cookies pour vous. Donc ça peut être plutôt pratique. Vous avez aussi des extensions qui vont vous permettre de bloquer tout ce qui va être publicité et éviter qu'on vous piste. Donc comme par exemple uBlock, c'est le petit bouclier rouge ici, ou Ghostery, le petit fantôme bleu ici. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous avez un peu de temps à faire le test, mais vous pouvez essayer d'installer Ghostery en utilisant par exemple Brave et Google Chrome et vous verrez la différence pour le même site de nombre de trackers trouvés par Ghostery en fonction des navigateurs que l'on utilise. Et une dernière chose sur Internet, ça va être le paramétrage des réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, etc., pensez à aller dans vos paramétrages de façon à ce qu'il y ait le moins d'étalage de vos publications si vous ne le souhaitez pas. Voilà, faites attention, par exemple, dans le réglage de Facebook, pensez par exemple à mettre que vos publications soient visibles par vos amis et pas, par exemple, les amis de vos amis. Des petites choses toutes bêtes. Voilà. Donc ça demande un petit peu de temps et de chercher dans les paramètres. Et si malgré toutes ces bonnes pratiques, je constate que je me fais arnaquer, où est-ce que je peux trouver de l'aide en ligne? Donc, tout d'abord, vous avez un dispositif qui a été mis en place par la police nationale, la gendarmerie et le gouvernement, via le site internet Cybermalveillance. C'est le dispositif 17 Cyber. Donc 17 Cyber, il est vraiment très bien fait. Je crois que je l'avais déjà montré, mais je ne sais plus.
En fait, on peut venir établir un diagnostic en ligne qui va nous donner des premières pistes d'action en fonction de ce qui m'arrive. Donc ici, par exemple, si je suis un particulier, que par exemple, j'ai reçu un message, admettons, qui me paraît suspect. Alors, ce message me redirige sur un site internet suspect. Il s'agit d'un message publicitaire. Ce message m'informe d'une commande ou d'un paiement que je n'ai pas réalisé, par exemple. Ça, c'est des choses qui arrivent. Vous pouvez recevoir un SMS vous disant qu'il y a des débits étranges sur votre compte bancaire, ou j'ai un ami à qui c'est arrivé il n'y a pas très longtemps que on a utilisé son compte PayPal, par exemple. Hop, j'ai appelé le numéro d'opposition indiqué. J'ai contacté ma banque et j'ai confirmation. Ce message contient ça pour annuler la commande. Donc, Karine, il est presque, pardon, Clémence, il est presque Oui. midi. Oui. Je Donc fais la bon, maître du temps. vous avez ici, hop, de toute façon j'ai bientôt fini. Donc vous avez déjà ici des premières pistes d'action et des personnes à contacter via ce site ici. Vous avez également une plateforme en ligne Info Escroquerie avec ce numéro ici pour contacter la police ou les gendarmes. Des sites officiels masécuritéintérieure.gouv.fr qui vous permet d'échanger avec la police, et des ressources en ligne. Vous en trouverez beaucoup sur le site cybermalveillance.gouv, et il y a notamment des tests pour voir un petit peu ce qu'on connaît sur le sujet. Voilà. J'ai fait le tour, je crois, de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, en tout cas, merci de votre Clémence. attention. En tout Et cas, on ça a va voir été si vous très avez des dense, questions. beaucoup d'informations. Alors, pas de questions sur cette partie-là. Ok. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Voilà, il n'y a pas de souci, on peut également vous donner la parole. Sinon, non, écoute, il n'y a pas de questions. Après, je pense que tu as été très, très clair. Tu as dit quand même beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai que voilà, c'était quand même très complet. En tout cas, merci beaucoup pour ta préparation et pour ce nouveau webinaire. Plaisir. Dès que ça parle, de toute façon, de numérique, on fait appel à Clémence, dans le numérique d'inclusion, d'Internet. Voilà, c'est Clémence, notre interlocutrice principale. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, tu es remercié. Tu as des merci sur le chat. Je vous propose donc d'arrêter le webinaire ici. Merci encore à tous pour votre présence. Merci Clémence pour ta présentation. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un webinaire sur l'IA avec Guillaume Micjouandé, qui est notre interlocuteur principal à la fibre 64 sur tout ce qui est IA, donc sur l'intelligence artificielle. J'espère que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci Clémence. Au revoir.